entre les wilayas. D'accord? Bon. Aya, donc tu peux commencer à enregistrer si tu veux. C'est bon, je peux y aller? Bon, oui, bien sûr. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons aujourd'hui faire la dernière partie du cours Factory Physics et nous allons nous intéresser au calcul de performance sous une gestion CONWIP. CONWIP qui veut dire Constant Working Process. On gère le système de production en contrôlant les produits en cours de production, en contrôlant le nombre. Donc, on avait déjà expliqué la séance comment ça se faisait. Donc, là, c'est juste un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Donc, si on veut regarder, comparer le système CONWIP avec un système push pur, donc ça veut dire un système à flux poussé pur. Donc, en gros, la première chose qui intéresse le CONWIP, c'est l'observabilité. On peut observer facilement le working process, puisque c'est nous qui le contrôlons. Donc, on contrôle le working process et on va voir comment va réagir le taux de production. Par contre, le système push, on essaye d'atteindre un taux de production et le working process va évoluer de manière naturelle, je dirais, ou aléatoire. Donc, ça veut dire que les systèmes push, on ne contrôle pas le working process et on espère atteindre un certain taux de production, un certain throughput. Dans le CONWIP, on va contrôler le working process et on va voir quel throughput on va obtenir. Donc, ce n'est pas tout à fait la même manière de voir les choses. Donc, on avait dit aussi que le CONWIP va nécessiter moins de produits en cours de production pour atteindre le même throughput. Et on avait fait un exemple, si vous vous souvenez, on va le revoir. Donc, avec un système CONWIP, vous avez besoin de moins de working process pour obtenir le même throughput qu'en utilisant un système à flux poussé. Et finalement, la chose la plus importante, c'est la robustesse. Qu'est-ce que c'est que la robustesse? La robustesse, ça veut dire lorsque vous définissez un point de fonctionnement de votre système. Si votre système, pour X raisons, se perturbe, ou يخرج من هذاك le point de fonctionnement et il va se déplacer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que les performances de votre système vont fortement chuter ou là, ils vont rester stables? Si vous vous souvenez, quand on était en classe, je vous avais donné un exemple, l'optimisation robuste et l'optimisation non robuste. Des fois, il est préférable de choisir un point de fonctionnement qui n'est pas optimal, mais qui est robuste. Et je vous avais donné, si vous vous souvenez, l'exemple aller en cours. Vous avez cours à 8 heures du matin. Si vous voulez optimiser vos heures de sommeil, vous allez vous réveiller par exemple à 7h15 et prendre le bus de 8h moins quart, étant donné que le temps de transport entre votre lieu de résidence et l'école est de 15 minutes. Mais la solution, elle est optimale puisque vous avez maximisé votre temps de repos ou le temps de sommeil. Par contre, cette solution peut être très mauvaise dans le cas où le transport est perturbé par un embouteillage, par exemple, ou par une panne du moyen de transport. Et dans ce cas, vous allez arriver en retard en classe. Donc, il est préférable de prendre une solution qui n'est pas optimale, par exemple, sortir à 7h30 et prendre le bus de 7h30. Et là, si le bus arrive à l'heure, vous allez avoir 15 minutes d'avance par rapport au début du cours. Et s'il fait du retard, vous avez ces 15 minutes qui vous permettent de ne pas rentrer en retard. Donc, ça, c'est une solution qui n'est pas optimale, mais qui est robuste. Voici un petit peu l'aspect robustesse. La robustesse, c'est le fait que même s'il y a un changement dans l'environnement, le système continue à fonctionner de manière assez correcte. Alors, pour cette histoire de robustesse, on définit
une fonction objectif. Donc, la fonction objectif pour le système, elle va dépendre du taux de production et du working process. Donc, pardon. Alors, nous allons regarder juste ces deux points, le point concernant l'efficacité, le rendement et le point concernant la robustesse. Donc, pour le rendement, si je considère un système Conwip, je peux calculer son taux de production par rapport à cette relation. Cette relation, on l'avait étudiée au chapitre 7, si vous vous souvenez, quand on a fait le practical worst case. Donc, en fait, c'est tout simplement la formule du practical worst case. Donc, là, on avait choisi un exemple où il y avait 5 machines. Donc, qui dit 5 machines dit que W0 est égal à 5. Et donc, l'équation, elle va devenir égale à ça, tout simplement parce qu'on a pris RB égal à 1. D'accord? On a considéré que le RB était égal à 1. Et donc, on trouve cette équation. Et pour un système à flux poussé pur, nous utilisons la règle de calcul M1. D'accord? La règle de calcul M1 nous donne U sur 1 moins U pour TH, pour W, pardon, W égale à U sur 1 moins U, où U est l'utilisation et W est le working process. Et vu qu'on a 5 machines en série, donc ça va être 5 fois U sur 1 moins U. Et donc, là, on considère que U est égal à TH fois TE égale à TH. Pourquoi? Parce que tout simplement, on considère que TE est égal à 1. D'accord? All with capacity of 1 part per hour. Donc, TE égale à 1. Et donc, avec ça, on trouve 5 TH sur 1 moins TH. Si vous avez d'autres données ici, il suffit d'utiliser les équations qui sont là. Donc, et prendre les valeurs réelles. Là, on a pris un truc simplifié où on a considéré que U était égal à TH parce que TE était égal à 1. Et donc, à partir de là, je peux calculer quel est le working process nécessaire au niveau. Regardez, si je veux avoir le même TH pour les deux systèmes. Alors, pour le système Conwip, je considère un certain TH qui va me donner un certain qui est calculé par rapport, je considère un certain working process qui va me donner un certain TH. Si le TH, je l'injecte dans cette équation, eh bien, je vais tout simplement trouver le working process, c'est le système push, qui me donne le même TH que le working process, c'est le système pull, ou le système Conwip. Donc, tout simplement, je vais écrire TH de W, c'est le système à flux poussé, qui est égal, plutôt, ça c'est l'équation, c'est le système à flux tiré, donc Conwip. Et là, c'est l'équation, c'est le système à flux poussé. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement remplacer TH dans l'équation, c'est le système à flux poussé, par sa valeur ici. Donc, je remplace TH par W sur W plus 4. Et je trouve, finalement, après calcul, je trouve que le working process, le système à flux poussé, il est égal à 5 quarts le working process, le flux le Conwip. Ça, c'est le working process du Conwip. Et ça, c'est le working process, c'est le système à flux poussé. Donc, il est 20%, 25% supérieur pour obtenir le même TH, puisqu'on a remplacé TH par sa valeur. Donc, c'est le même TH dans les deux types de gestion de production. Donc, ça, c'est juste pour montrer que les systèmes Conwip peuvent atteindre le même taux de production avec un working process plus faible que celui des systèmes à flux poussé. Maintenant, concernant la robustesse, au niveau de la robustesse, nous avons un système, nous avons une fonction objective qui est sous la forme P de TH moins H de W, où TH, c'est le taux de production, W, c'est le working process, et
P et H sont des paramètres qui appartiennent au système. Donc, si j'utilise cette fonction objectif au niveau d'une gestion ConWip, je vais trouver, je remplace TH par sa valeur. W, c'est ce que j'impose moi-même. Ça, W est imposé par moi-même. Puisque c'est le ConWip, c'est moi qui impose le W. Même pour le flux poussé, j'écris la même équation, mais dans le flux poussé, qu'est-ce que je peux imposer? Je peux imposer le TH. Je veux obtenir un certain taux de production et donc j'envoie les produits pour atteindre ce taux de production. Donc, j'impose le TH ici et le W va être tout simplement égal à la valeur en question. J'ai toujours l'exemple, j'ai toujours considéré l'exemple les 5 machines, hein, cet exemple, les 5 machines en série. C'est pour ça que j'ai remplacé par W sur W plus 4 et TH sur 1 moins TH. 5 TH sur 1 moins TH. En vérité, si c'était une règle générale, j'aurais dû remplacer par cette équation et par une équation en fonction de U comme ici. Donc, on est toujours dans l'exemple. Donc, voici les deux fonctions profit que j'ai. La question qui se pose, qu'est-ce qui va arriver si on n'arrive pas à choisir la valeur optimale? Et comme je l'ai précisé, ce n'est pas évident de trouver la valeur optimale. On peut, et même si on choisit la valeur optimale, on risque de s'écarter de cette valeur optimale à cause de perturbations dans le système. Donc, on va tout simplement tracer ces deux courbes de profit, d'accord, en faisant varier les paramètres et voir ce que ça donne. Et ça nous donne ceci. Donc, ça, c'est la courbe de la fonction objectif de la gestion à flux poussé, en l'occurrence celle-là. Et ça, c'est la courbe de la fonction objectif en utilisant le ConWip. D'accord? Donc, en l'occurrence, c'est cette équation. Donc, ces deux courbes sont tracées pour le système de 5 machines. D'accord? De 5 machines qui ont un temps d'exécution égal à 1, etc. Et on voit bien que, et ça, c'est la valeur optimale de notre système. Et on voit bien que si je m'écarte de la valeur optimale au niveau de la gestion à flux poussé, je vais détériorer très vite mes performances. Par contre, dans le système à ConWip, j'ai une certaine stabilité des performances. Regardez, même si je m'écarte d'un côté ou de l'autre de ma valeur optimale, je reste toujours à une valeur relativement élevée. Je reste toujours à une valeur qui est autour de 0,6 dans l'exemple que j'ai ici. Donc, ça, c'est l'intérêt principal des systèmes à ConWip par rapport au système à flux poussé. C'est qu'en cas où il y a un changement dans l'environnement qui perturbe mon système ne va pas se détériorer de manière rapide comme dans le cas du flux poussé. Très bien. Alors maintenant, comme on a fait le chapitre 9 et le chapitre 8, on a étudié les systèmes classiques et on a calculé différentes choses comme par exemple le temps de cycle, le working process et tout. On a utilisé les différents modèles, les files d'attente, etc. Là, on va faire la même chose. Donc, on va utiliser la méthode de Mean Value Analysis. Mean Value Analysis, c'est tout simplement analyse de la valeur moyenne. Donc, ça veut dire qu'on s'intéresse à la valeur moyenne du système. Et dans cette Mean Value Analysis, elle va nous permettre de déterminer les performances du système lorsqu'on utilise du ConWip. En vérité, cette méthode de Mean Value Analysis a déjà été utilisée lorsqu'on a considéré le Practical Worst Case. Mais on ne l'a pas énoncé à ce moment-là. On l'a juste utilisé. Donc, nous allons voir les différentes notations après l'équation. Après, on va faire un exemple. Donc, pour les différentes notations, nous avons donc l'utilisation. Alors, l'utilisation UJ de W. Pourquoi W? Parce que le ConWip, c'est nous qui imposons la valeur du working process.
Donc, ça veut dire que pour l'utilisation, elle va dépendre du working process. Le temps de cycle va dépendre du working process. Le temps de cycle global va dépendre du working process. Le taux de production va dépendre du working process, etc. Donc, on peut faire varier le working process et observer ce qui arrive dans les différentes grandeurs. Donc, U de J, UJ de W, c'est l'utilisation au niveau de la station J, d'accord? Lorsque nous sommes dans une ligne de production utilisant le conWIP, bien sûr, avec un niveau de working process défini comme étant égal à W. Par exemple, si je décide d'avoir un working process de 10 produits, ça va être UJ de 10. Si je décide d'avoir un working process de 5 produits, ça va être UJ de 5, etc. D'accord? Alors, même chose pour le temps de cycle par station. Donc, CT2J, c'est le temps de cycle par station, d'accord, en utilisant un conWIP avec un niveau de W, un niveau de working process égal à W. Alors, le temps de cycle global de la ligne, c'est tout simplement la somme des temps de cycle au niveau des différentes stations. Le temps de cycle global de la ligne, c'est le temps de cycle au niveau des différentes stations. D'accord? Le taux de production TH de W est donné par cette valeur. Et au fait, comment je vais le calculer? Je vais le calculer en utilisant la loi de Little, puisque j'ai CT et j'ai WIP. D'accord? Et finalement, le WIP au niveau de la station J, il est calculé. Donc, c'est la valeur moyenne des encours au niveau de la station J. Remarquez que là, je n'ai pas le WIP global, parce que le WIP global, c'est tout simplement ce W-là, celui que j'ai imposé moi. Au niveau du conWIP, j'impose un WIP global, j'impose un working process global, d'accord? Même je peux observer au niveau de chaque station le working process. Notez que si je fais la somme des WIPJ de W, ça va me donner quoi? Ça va me donner la somme au niveau de toutes les stations, ça va me donner tout simplement ce W-là. D'accord? Donc, c'est une bonne vérification qui vous permet de voir si vous n'êtes pas trompé. Ce W-là, celui qui est écrit ici, c'est le working process au niveau de la ligne complète. Ce WIP de J, c'est le working process au niveau d'une station. Et si je considère la somme des WIPJ, ça va me donner ce W. Alors, l'approche, elle est valable, c'est-à-dire la mean value analysis, elle est valable uniquement lorsque j'ai une ligne composée de stations et chaque station est composée d'une seule machine. D'accord? Le problème, c'est que dans la vie réelle, on a rarement cette situation. On a en général plusieurs machines par station, et plusieurs machines en parallèle. Donc, l'idée serait de dire, bon, si j'ai plusieurs machines en parallèle au niveau d'une station, il suffit que je considère que cette station est composée d'une seule machine plus rapide, qui a dans les performances, c'est la somme des performances des différentes machines en parallèle. Mais si vous vous souvenez, lorsqu'on a fait le chapitre 8 et le chapitre 9, on avait considéré, à la fin du chapitre 8, on avait considéré un système où on avait plusieurs machines en parallèle et on s'était rendu compte que lorsqu'on avait plusieurs machines en parallèle, les performances de la station étaient meilleures que si on avait une seule machine qui a les performances de toutes ces machines en parallèle. En d'autres termes, si on a une machine qui fait une pièce par heure, où là on a 5 machines et chaque machine fait une pièce tous les 5 heures, donc globalement, si j'ai une machine qui fait une pièce par heure, mon taux de production sera de une pièce par heure. Si j'ai dans une station 5 machines et chaque machine fait une pièce toutes les 5 heures, je vais avoir le même taux de production. Vous êtes d'accord avec moi?
J'aurai le même taux de production. Parce que une machine va faire une pièce toutes les 5 heures et j'ai 5 machines. Donc, globalement, j'aurai 5 pièces toutes les 5 heures. Donc, en moyenne, une pièce par heure. Mais en termes de working process, les choses vont être très différentes. Et ça, si vous vous souvenez pas, vous allez vers le chapitre 8, la fin du chapitre 8, on avait fait un exemple où on avait montré que si j'ai une machine qui a des performances, une certaine performance, elle ne va pas avoir qui a le même taux de production qu'un ensemble de plusieurs machines, elle ne va pas avoir les mêmes performances que lorsque j'ai plusieurs machines en parallèle. D'accord? Lorsque vous avez des machines en parallèle, les performances sont meilleures. Donc, cette analyse que nous allons faire aujourd'hui, si vous avez des machines en parallèle, vous pouvez l'utiliser, mais en sachant que les valeurs que vous allez obtenir ne sont pas exactes, elles sont plutôt la partie, comment dire, la plus pessimiste. Ça veut dire que si vous avez, par exemple, vous obtenez un certain working process au niveau de la station, le working process réel sera plus faible, par exemple. Très bien. Donc, les équations que nous allons utiliser sont les suivantes. Donc, j'ai le temps de cycle au niveau de la station J pour un certain W. Il est égal à quoi? Il est égal au temps d'opération effectif au carré au niveau de la station J divisé par 2. Le tout multiplié par le coefficient de variabilité effectif du temps d'opération au carré au niveau de la station J moins 1. Le tout multiplié par le taux de production facteur de W-1 plus le working process au niveau de la station J facteur de W-1 plus 1. Ça, c'est l'équation du taux de production. Hein. Ça, c'est l'équation du taux de production et ça, c'est l'équation du WIJ. Le tout fois TE de J. Alors, comment on fait pour calculer ici? Ben, au départ, on va considérer WIP de 0, ici, WIP de 0, d'accord? Ou TH de 0. Et on bat donc on calcule au fur et à mesure. Et on fait un calcul itératif. Une fois qu'on a trouvé le CT de J, donc le temps de cycle au niveau de la station, on peut calculer le temps de cycle global au niveau de toutes les stations comme étant la somme des temps de cycle au niveau de chaque station. Même une fois que j'ai calculé ça, je peux calculer le TH de W qui est égal à W sur CT de W. Oui, donc W, c'est le working process que nous imposons. Donc, on va faire varier 1, 2, 3, 4, 5. Et sur CT de W, et ça c'est tout simplement, il est tout simplement calculé ici. D'accord? Et finalement, à partir de là, je peux calculer le WIP au niveau de chaque station comme étant le TH que je viens de calculer, multiplié par le temps de cycle au niveau de chaque station. Donc, le working process au niveau de chaque station, c'est tout simplement le taux de production de la ligne multiplié par le temps de cycle au niveau de chaque station. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Alors maintenant, nous allons faire un exemple. Alors bien sûr, ce genre de problème se fait par calcul itératif. D'accord? Vous commencez par WIP de 0 et TH de 0. Vous calculez pour 0. Donc, quand vous allez calculer pour 0, donc elle dit la partie, elle ne sera pas visible. Vous calculez au fur et à mesure, vous augmentez votre valeur du W et vous trouvez pour des valeurs suivantes. Donc, c'est un calcul itératif qui se fait. Monsieur, pour les W, on s'arrête à quel moment? Les itérations? Les itérations jusqu'à obtenir un graphe correct. Donc, vous fixez une valeur. En général, vous allez voir, on va faire un graphe à Matsali. Vous allez voir, c'est par rapport au W0, le Practical Workspace. Vous allez voir ça dans un petit moment.
Donc, là, vous avez des données, tu as un système qui est composé de 5 stations. D'accord? J'ai 5 stations et j'ai des données au niveau de ce système. Donc, les données que j'ai quoi? J'ai le process time naturel, T0. J'ai le coefficient de variabilité naturelle, C0. J'ai le nombre de machines, M. Notez que toutes les stations sont composées d'une seule machine. En réalité, dans les systèmes réels, vous avez rarement ce genre de situation. Vous avez souvent certaines stations où il y a plusieurs machines et d'autres où il y a une seule machine. Donc, là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement calculer les performances de la station comme si c'était une seule machine. Mais comme je vous ai dit, là, vous n'aurez pas réellement les mêmes résultats que la réalité. La réalité, les performances seront meilleures par rapport à ce que vous allez trouver. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, une station composée de plusieurs machines en parallèle va avoir des performances meilleures qu'une station composée d'une seule machine qui possède la rapidité de toutes les stations, de toutes les machines en parallèle. D'accord? Et ça, c'est juste pour vous remémorer cette histoire. Allez à la fin du chapitre 8, où il le nombre de machines en parallèle. Les problèmes je crois que c'était MMM. Donc, le fil d'attente MMM. Grand M slash grand M slash petit m. Donc, vous allez voir que le working processor USRAR, lorsque j'ai plusieurs stations en parallèle, et automatiquement le temps de cycle sera. Même بعد j'ai le MTTF. Donc, MTTF, c'est Mean Time to Failure. D'accord? C'est le temps de réparation, en gros. Alors, quand je dis, il y a un petit souci. Quand je remplace le terme MTTF par temps de réparation, ce n'est pas très vrai parce que lorsque vous avez une panne, vous avez la machine qui va s'arrêter de fonctionner. On va appeler l'équipe de maintenance. L'équipe de maintenance va venir et elle va réparer. Pour certains, lorsque vous faites de la gestion de maintenance, on va séparer le temps entre le moment où la machine est tombée en panne, la machine peut-être réparée, ça va être un temps. Au même temps, le temps de réparation, c'est le temps où l'équipe de maintenance est en train de réparer. Dans notre cas, quand on dit MTTF, ça concerne quand même le temps entre le moment où la machine s'est arrêtée de travailler et le moment où la machine va reprendre le travail. Donc, le temps, il va être composé du temps de réparation plus le temps d'attente à la réparation. D'accord? Donc, le MTTF représente tout le temps entre le moment où la machine est tombée en panne et où la machine a repris son travail. D'accord? À ne pas confondre avec le temps de réparation, les gestion de maintenance, qui ne concerne que le moment où je suis en train de réparer la panne. Pourquoi? C'est pour calculer les performances de l'équipe de maintenance. Très bien. Alors, je me suis mal exprimé. MTTF, ça n'existe pas. Il y a une erreur ici. C'est MTBF. C'est Mean Time Between Failure. Donc, ça, c'est le temps moyen entre deux pannes. Mean Time Between Failure. Donc, c'est le temps de bon fonctionnement. D'accord? Ou MTTR, c'est Mean Time to Repair. C'est ce que je viens de dire. C'est le temps entre. Donc, ce n'est pas vraiment le temps de réparation. C'est le temps entre le moment où la machine tombe en panne jusqu'au moment où la machine est opérationnelle. Donc, le c'est MTBF. Là, il y a une erreur. C'est MTBF. C'est Mean Time Between Failure. D'accord? Ou le deuxième, c'est MTTR. C'est Mean Time to Repair. Donc, ça, c'est le temps moyen entre deux pannes. Et ça, c'est le temps moyen entre le début de la panne et la fin de la réparation. Donc, ça, c'est ce qu'on peut appeler le temps de bon fonctionnement. Et ça, c'est le temps de panne. MTBF, c'est le temps de bon fonctionnement. Et MTTR, c'est le temps de panne.
avec réparation, bien sûr. Donc, là, vous avez les valeurs. Donc, vous avez à peu près une moyenne de 200 heures par station au niveau du temps de bon fonctionnement et de 2 à 1 heure pour le temps de panne. Même je peux calculer la disponibilité. La disponibilité, availability, on l'a déjà calculé, SIM, c'était MTBF sur MTBF plus MTTR. Donc, c'est 200 sur 200 plus 200, c'est 200 sur 200 plus 2, donc c'est 200 sur 202, ça vous donne 0,99. Et pour les autres, 0,99 ici, 0,995, etc. Alors, maintenant, je peux déterminer la valeur, c'est le temps d'opération TE en y introduisant les pannes. TE en y introduisant les pannes. Donc, c'est en fonction de T0 et de la disponibilité et de la réparation. Les équations, vous les avez chapitre 7 ou 8, je crois. Le chapitre 8, je crois, ou le chapitre 7. Vous avez comment passer T0 ou TE. Et on a fait ça SIM aussi. D'accord? Donc, je peux calculer TE', d'accord? Et TE', ça va être tout simplement le T0 multiplié par la disponibilité. Donc, 0,090 fois 0,099 et ça me donne cette valeur-là. Et je calcule pour tout. D'accord? Je peux calculer aussi le coefficient de variabilité CE au carré. D'accord? CE au carré, comment il est calculé? Ben, c'est tout simplement, vous avez aussi les calculs TAO qu'on a déjà vu en chapitre 8, je crois, le chapitre 7. Donc, c'est en fonction de C0. Ça, C0, il est égal à 0, donc ma métrolch. Et en fonction de la variabilité MTB, de la disponibilité A et des temps de réparation, des temps de réparation MTTR. D'accord? Je passe à la partie temps de changement. Donc, ça, c'est les pannes. Ici, donc, c'est les perturbations préemptives. Les perturbations non préemptives, c'est les temps de changement, puisque les temps de changement, je ne les fais pas en cours de fabrication. Je les fais à la fin d'un processus de fabrication. Donc, pour les pannes, je ne vais pas les considérer du tout, tout simplement parce que j'ai considéré que, pardon, pas pour les pannes, pour les temps de changement, je ne vais pas du tout les considérer parce que tout simplement, là, on considère que les temps de changement sont égaux à 0. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps de changement. Donc, on ne considère pas. Je calcule le process time en considérant les pannes et les changements. Donc, TE, c'est en considérant les pannes et les changements. Tous ces trucs-là, on les a fait chapitre 7 ou le chapitre 8. La fin, je crois que c'était chapitre 8. Donc, c'est juste un rappel. Et donc, vous arrivez à calculer votre TE réel, le temps de process effectif réel, qui considère aussi bien le temps d'opération naturelle, les perturbations dues aux pannes et les perturbations dues au changement. Donc, on obtient le temps effectif de production. À partir de cette valeur, je peux calculer le taux de production